Et du coup, je vais proposer aux deux conférenciers d'ouverture de me rejoindre, donc Madame Erika Lopez et Monsieur Philippe Cassier, que je vais présenter en quelques mots, qui vont faire cette conférence d'ouverture. Donc, pour vous présenter en quelques mots, Madame Erika Lopez, docteur en médecine vétérinaire, docteur en sciences, responsable d'une plateforme d'hébergement, d'élevage et multiservices en expérimentation animale, présidente du comité d'éthique en expérimentation animale à Marseille, expert représentant du ministère de la Recherche en expérimentation animale, responsable pédagogique et qui intervient dans beaucoup d'enseignements sur le sujet. Et donc l'idée, ça va être aussi avec Monsieur Philippe Cassier, si j'ai bien compris, d'être sur quelque chose de transversal sur les questions d'éthique et de recherche. Et Monsieur Philippe Cassier, si je ne me trompe pas, qui est oncologue médical au centre Léon Bérard, qui dirige une unité d'essai précoce et est responsable du centre labellisé INCA de phase précoce, et du coup qui est spécialisé, axé sur le développement de thérapies ciblées et de nouvelles combinaisons d'immunothérapie pour le traitement des patients atteints de tumeurs rares. Et donc, si je ne me trompe pas, vous êtes beaucoup impliqué sur tout ce qui est recherche, et notamment phase 1 sur les questions de recherche. Donc ça va pouvoir, de manière transversale, poser des questions d'éthique. Nous, on va prendre des notes au fur et à mesure pour pouvoir s'en servir sur les échanges avec la salle. Et il y a aussi une possibilité, si vous avez une idée qui vous trotte dans la tête, que vous voulez la noter, mes collègues vont vous donner des post-it, essayez de garder 3-4 post-it en réserve. Ils ont des stylos aussi si vous n'en avez pas. Et au fur et à mesure que vous avez des questions, des remarques, une envie d'un petit témoignage en disant moi j'ai rencontré une fois un chercheur, j'ai tout compris parce qu'on a pris le temps, ça peut être un témoignage, eh bien vous les notez et au fur et à mesure on les met sur les panneaux du fond. Ça va nous permettre d'avoir un petit peu des témoignages, des questions dont on se resservira. Madame Erika Lopez, du coup je vous laisse introduire cette conférence d'ouverture. Merci beaucoup. Et tout d'abord, je remercie les organisateurs de nous avoir invités, M. Cassier et moi, à faire cette conférence d'ouverture. Et c'est nous-mêmes qu'on passe les diapos. Comment ça se passe? Oui, oui, oui. C'est la flèche? D'accord. Et là, je vais laisser la parole tout au début à M. Cassier et après, je vais intervenir à nouveau. En fait, on ne savait pas trop vraiment comment présenter les choses. Je vais quand même faire une petite note de disclosure. Je suis plutôt un praticien de l'essai clinique que vraiment un penseur de l'essai clinique. Donc ce que je vais dire sur l'éthique, c'est vraiment la vision que j'en ai de terrain, qui est peut-être pas celle des gens qui font de l'éthique, entre guillemets, pensée. Donc j'espère que ça ne choquera personne, ce que je dirais. Voilà. J'ai pensé peut-être qu'en préambule, dire pourquoi on faisait de la recherche, c'était peut-être une bonne introduction à l'éthique, parce que finalement, la première question quand on fait une expérience, c'est pourquoi on l'a fait, quelle est la question posée. Et la recherche, l'objectif de la recherche, entre guillemets, biomédicale, c'est d'évaluer les médicaments, les moyens thérapeutiques, de savoir quels sont leurs effets secondaires, que ce soit de la chirurgie, des prothèses ou d'un médicament. Ça découle finalement de la même expérience ou de la même pratique. Et l'objectif, c'est de savoir quel est le bénéfice apporté aux patients et quels sont les effets secondaires ou les effets indésirables qu'on peut en attendre. Et avec deux sous-objectifs. Un objectif premier qui est d'informer le patient et le médecin au moment de la décision thérapeutique, c'est-à-dire choisir le meilleur traitement ou la meilleure possibilité thérapeutique dans une situation donnée. Et un deuxième volet qui est peut-être plus sociétal et mais qui est malgré tout une des choses qui pousse, qui est un gros moteur de la recherche clinique quand même, c'est la question pour la société de savoir à la fois la question du rapport bénéfice-risque, c'est-à-dire vraiment les effets secondaires et l'avantage apporté aux patients, mais aussi ça fait intervenir la question du coût. Et on est quand même tous dans une société où je pense que c'est devenu assez pertinent pour tout le monde que les ressources ne sont pas illimitées, comme on l'a pensé pendant un certain temps, et qu'il faut des fois faire des choix. Voilà. Super, en plus j'ai une... Ok. Oui, c'est ça. Donc juste une petite diapo pour regarder les différentes étapes, quelle que soit en gros la modalité thérapeutique qu'on évalue. Ça se découpe en phases. Et il y a une phase, vous voyez, préclinique où finalement on pose une question sur le plan biologique. On essaye d'y répondre avec des modèles en général animaux. Et
une fois qu'on a passé cette étape, il y a une partie d'expérimentation humaine avec une phase plutôt pilote où on essaye de savoir est-ce qu'on peut donner ce traitement à des patients sans qu'il y ait trop d'effets secondaires, quelle est la bonne dose, des questions comme ça. Dans une deuxième étape qui est la phase 2, on traite un peu plus de patients en se demandant est-ce que ça marche vraiment ? C'est-à-dire, est-ce que les effets qu'on a observés sur ce premier groupe de patients ne sont pas dus purement au hasard, etc. Donc on augmente un peu l'effectif, on se met dans une situation où c'est une maladie donnée et on essaye d'évaluer l'efficacité. Et dans une troisième étape, on essaye de savoir si ce traitement nouveau qui nous paraît intéressant, il est vraiment mieux que ce qu'on avait avant. Et dans cette étape-là, il y a forcément la notion de randomisation. La randomisation, c'est le tirage au sort. Et c'est la seule façon qu'on a trouvé de comparer deux médicaments. Et une fois qu'on a ça, à ce moment-là, on peut aller voir les autorités de santé et demander s'ils sont d'accord pour qu'on enregistre le médicament. Et une fois que le médicament est enregistré, il est disponible commercialement, c'est-à-dire qu'on peut se le fournir en pharmacie ou en hôpital. Je vais donc laisser la parole à Madame Lopez sur la question animale. Alors, il ne faut pas hésiter à m'interrompre si je parle trop vite ou si je rentre trop dans les détails ou si c'est trop technique. Mais avant, pour vous réveiller, si jamais vous étiez endormi pendant la première partie, je voulais attirer votre attention en fait sur des questionnements sociétals en fait, qu'on peut se poser donc, sur l'utilisation des animaux dans les laboratoires de recherche. Et donc là, c'est un article qui est apparu là récemment. Donc c'est souvent les gens qui sont contre l'expérimentation animale et qui pensent qu'on peut aujourd'hui se passer de l'utilisation des animaux, c'est-à-dire qu'on peut tout faire avec des méthodes alternatives. Et malheureusement, encore aujourd'hui, on a besoin d'eux. Et donc je vous ai mis quelques images chocs comme ça. Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus, on pourra en débattre. Je pense que c'est intéressant et c'est très d'actualité, vous le savez très bien. Donc, bon, on a été occupé un certain temps avec les problématiques d'abattoirs. Donc, après, avec la corrida. Donc, maintenant, ça revient à nouveau, en fait, s'occuper un peu de ce qui se passe avec les animaux dans les laboratoires de recherche. Et c'est des questions très pertinentes. C'est pour ça que je vous ai amené des posters qui avaient été faits, en fait, de tous les prix Nobel qui ont été décernés à des découvertes qui ont été faites grâce aux animaux. Donc, c'est quand même important. Il faut garder en perspective qu'on utilise les animaux pour faire avancer les sciences et justement pour trouver des traitements pour nos malades. Donc, vous voyez en fait que la liste elle est vraiment très très longue. Et le GIRCOR, qui est un groupement interprofessionnel de réflexion et de communication en recherche animale, avait fait aussi un poster dans la même idée en fait de toutes les découvertes qui ont été faites grâce à l'utilisation des animaux. Donc après, c'est vrai qu'on peut être contre l'utilisation des animaux, ce que je peux comprendre, mais on en a encore besoin. Donc les GIRCOR, comme je vous disais, donc, ils surveillent un peu l'opinion publique, ils tiennent une page web qui est très bien faite et beaucoup dans les réseaux sociaux. Et je vous ai fait en fait une capture d'écran et je vous invite à aller la voir parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est pourquoi on utilise les animaux. Qu'est-ce qu'on découvre avec la recherche animale? Beaucoup les idées fausses, en fait, des mauvaises idées qu'on a en fait, sur l'utilisation des animaux dans les laboratoires de recherche. Et aussi, ils publient beaucoup sur les avancées scientifiques grâce aux animaux. Donc, je vous invite vraiment à aller la voir et il y a énormément de questions. Si vous voulez recevoir la newsletter, vous pouvez vous inscrire et vous la recevez. Après, donc, comme on vit aujourd'hui dans un monde où on se pose énormément de questions, ce qui est tout à fait légitime, on peut se poser des questions sur les conditions et méthodes de prélèvement ou sur comment la recherche est faite. Et ce qui est important, c'est de savoir qu'on a besoin de réglementations pour encadrer toutes ces pratiques. Et si je parle trop vite, il ne faut pas hésiter à lever la main et me dire que je vais trop vite. Donc, je veux faire le parallèle entre la recherche humaine et la recherche en utilisant les animaux. Donc, plus tard, vous allez avoir l'intervention de quelqu'un qui va vous parler de la protection des personnes. Donc, il y a une autorisation administrative, il y a des comités de protection des personnes et c'est des pratiques qui sont très, très encadrées, tout ce qui est fait sur l'humain. Et heureusement, parce que
on peut se poser des questions comment tout ça est fait. Et la même chose chez les animaux de laboratoire. Il y a beaucoup de gens dont ceux qui sont contre l'expérimentation animale qui ne savent pas en fait que l'expérimentation animale est encadrée. Donc il faut savoir qu'il faut une autorisation de projet, que ces projets sont évalués par l'équivalent des comités de protection des personnes qui s'appellent les comités d'éthique en expérimentation animale, qui a quand même un intérêt scientifique, donc c'est évalué en fait dans ces dossiers, qui a un but et modalité de prélèvement, s'il y a des prélèvements faits, et qu'on va voir après, donc tout est basé dans la règle des 3 R, on va voir après qu'est-ce que c'est cette règle des 3 R, et un rapport coût-bénéfice, mais là, c'est différent par rapport à ce qu'il a dit mon collègue, M. Cassier. Là, quand on parle de coût-bénéfice, ce n'est pas les coûts économiques, c'est plutôt la contrainte qu'on inflige aux animaux, et on met là en balance les dommages qu'on fait souffrir aux animaux par rapport aux bénéfices qu'on va obtenir pour l'avancée des sciences, aussi bien pour les humains, mais aussi pour les animaux et l'environnement. Donc il y a aussi une responsabilité, c'est les responsables de la mise en œuvre, c'est-à-dire les chercheurs qui sont responsables de ces projets. Et on se doit de faire de l'information au public, et c'est pour ça que je suis là et je participe souvent à communiquer pour que le grand public sache quand même qu'on n'utilise pas les animaux n'importe comment et qu'on se doit d'être transparent, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc il y a un cadre européen, donc une directive qui est fixée par la Commission européenne, et donc tous les pays membres, en fait, ils ont transcrit cette directive en loi applicable dans leur pays. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on est tous d'accord sur tout faire pour assurer le bien-être des animaux et accorder aux animaux une valeur intrinsèque, c'est-à-dire les traiter avec du respect et en les considérant comme des créatures sensibles. Donc, depuis l'Antiquité, on a eu besoin de recours à l'animal, parce que tout ce qu'on sait aujourd'hui sur l'anatomie et la physiologie, c'est-à-dire le fonctionnement de notre organisme, il a été fait sur les animaux. Donc, il y a eu une évolution de la pensée, et vous voyez qu'aujourd'hui, on accorde beaucoup plus d'importance à l'utilisation des animaux que dans l'Antiquité. Ah, pardon. Donc, on a quand même des obligations morales du recours à l'expérimentation animale, donc le Code de Nuremberg, la Déclaration d'Helsinki et les conseils d'organisation. Donc, ce qui est important, en fait, de savoir, c'est qu'on a toujours besoin d'utiliser les animaux pour faire avancer la condition humaine et les traitements aux patients. On a aussi des obligations réglementaires. Donc des organismes en fait, qui vont veiller en fait, aux médicaments qu'on met sur les marchés, aussi aux produits chimiques qu'on met sur les marchés. Donc on est tous d'accord ici, j'espère, vous pouvez réagir, pour être bien content que ça existe, c'est-à-dire de tester d'abord les médicaments sur les animaux avant qu'ils arrivent chez nous, parce qu'on connaît encore des accidents qui arrivent malheureusement, mais on veut connaître les effets indésirables de ces médicaments, la toxicité, et savoir si on va pouvoir les passer chez l'homme. Donc toute la partie préclinique qu'il a présentée le docteur Cassier, elle est faite sur les animaux, et à ce jour, on ne peut pas encore s'en passer. Donc il y a aussi des fondements moraux de recours à l'expérimentation animale, donc une valeur scientifique. Donc on a besoin, avec les animaux, encore de créer des modèles pathologiques. Donc ces modèles pathologiques, c'est-à-dire des modèles de maladies, on va pouvoir les créer en créant des animaux transgéniques ou en créant des modèles de chirurgie. On est tous bien contents aussi aujourd'hui d'avoir des techniques de chirurgie chez nous, chez l'homme, qui sont beaucoup moins invasives, et toutes ces techniques moins invasives, elles ont été faites grâce à la pratique chez les animaux, et aussi chez les animaux. Et ça fait avancer aussi beaucoup les techniques moins invasives sur les animaux de compagnie. Donc on a besoin encore des animaux pour développer les techniques de chirurgie aussi.
Il y a une insuffisance encore des méthodes substitutives, c'est-à-dire de pouvoir se passer complètement de l'animal par des modèles d'ordinateur ou par des cellules, des cultures cellulaires. On serait tous bien contents quand même de pouvoir obtenir toutes les informations nécessaires grâce aux cultures cellulaires ou à ces modélisations informatiques ou à un autre type de modèles. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore assez de méthodes qui intègrent la complexité, parce que nous, on est très complexe quand même, les animaux aussi, c'est très complexe, de la maladie grâce à ces méthodes substitutives. La souffrance des animaux dans les laboratoires est un moindre mal. Ça, c'est une phrase en fait qui peut être discutable. Je suis d'accord quand on travaille avec les animaux des laboratoires et quand on travaille en recherche, il faut en fait qu'on soit à l'aise avec notre métier. Et il faut qu'on soit d'accord avec cet utilitarisme, c'est-à-dire qu'on va sacrifier des êtres vivants, parce que les animaux, c'est des êtres vivants, pour obtenir du bénéfice d'un plus grand nombre, c'est-à-dire donc les humains et aussi les animaux. Et ce qui est très important aussi, c'est la nécessité de l'expérimentation animale dans un contexte sociétal. Donc, il faut savoir qu'il faut toujours avancer dans la compréhension du fonctionnement normal d'une pathologie, donc d'une maladie. On a toujours besoin de connaître les systèmes biologiques des animaux parce qu'on ne connaît pas encore tout, hein, donc il y a encore beaucoup à faire. Et on doit toujours élucider des mécanismes de résistance aux infections parce que de plus en plus, enfin, vous le savez, hein, on est de plus en plus résistant à certains antibiotiques. Donc on se doit encore d'élucider ça. Il y a toute la phase de mise au point de sécurisation des vaccins et des médicaments qui nécessitent le recours aux animaux. La mise au point et sécurisation des techniques chirurgicales, comme je vous disais avant, donc c'est toujours en plein développement, et la sécurité agroalimentaire. Donc tout ça, c'est des bénéfices en santé humaine, mais aussi en santé animale et en médecine vétérinaire. Et ça, c'est contrasté avec le contexte sociétal d'aujourd'hui. Donc la demande de la société et son rapport à l'animal, ce qui est tout à fait légitime. Hein. Donc on doit justifier pourquoi on utilise les animaux. Et c'est pour ça qu'on fait des demandes d'autorisation des projets. Et on se doit d'être complètement transparent. Et il y a une sensibilité particulière du grand public vis-à-vis de certaines espèces. Donc c'est sûr que quand on utilise des primates non humains, qui sont toujours nécessaires aussi, hein, et des animaux domestiques, on va avoir une sensibilité de l'opinion publique beaucoup plus importante que quand on utilise des souris des laboratoires, même si les souris des laboratoires, c'est aussi des animaux. Et après, on a des associations abolitionnistes donc, qui demandent en fait à la Commission européenne d'interdire complètement les recours à l'animal dans les pays de l'Union européenne. Il faut savoir aussi que si on interdit les recours aux animaux, 5 minutes, les recours aux animaux, le problème va se déplacer. Hein, et donc, ça va aller dans d'autres continents où la réglementation sera beaucoup plus légère. Donc, il y a des considérations éthiques. Donc, je vais accélérer parce qu'on m'a dit qu'il... oui. Donc, pour vous transmettre le message qu'on accorde vraiment beaucoup d'importance aux animaux, qu'on les traite avec du respect et qu'on considère les animaux comme des êtres sensibles. Et ça, c'est le grand principe des philosophes qui ont déjà été avancés, mais c'est eux qui ont en fait font avancer l'état d'esprit. Et qu'on travaille tous donc, dans des principes d'éthique pour améliorer les pratiques que l'on fait sur les animaux. Donc toute cette autorisation des projets se base sur des règles de 3 R qu'on va voir après, et cette évaluation du coût-bénéfice, c'est-à-dire qu'on doit toujours mettre dans la balance les contraintes qu'on fait souffrir aux animaux et les bénéfices pour l'homme, l'animal ou l'environnement. Donc la directive que je vous disais, donc, qui a été transcrite en loi depuis 2013 avec 5 arrêtés, et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je sais que les lois, ça n'intéresse jamais personne,
Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a un arrêté qui traite des compétences du personnel, donc tout le personnel qui travaille sur l'expérimentation animale doit être compétent, qu'il y a une nécessité d'autorisation des projets, qu'on n'a pas les animaux n'importe comment dans un laboratoire, on les a dans des établissements qui sont agréés, donc avec la bonne température, les bons taux d'hygrométrie, les bonnes conditions, et que les animaux qu'on utilise à l'expérimentation animale proviennent des établissements fournisseurs, eux aussi qui sont agréés par les ministères. Il faut savoir que les autorités compétentes, c'est les deux ministères, donc le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Recherche. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était juste pour vous montrer que c'était très bien encadré. Et ça, c'est un extrait pour vous dire que dans les décrets, on parle des mesures qui doivent être prises en charge en fait, pour mettre fin à la vie des animaux qui souffrent. Que ça oblige aussi à créer une structure chargée du bien-être animal qui est complètement différente des comités d'expérimentation animale. Donc, on a les comités d'évaluation qui vont évaluer des dossiers et les structures chargées du bien-être animal dans les animaleries qui vont regarder sur le terrain vraiment ce qui se passe et qui vont veiller au bien-être des animaux. Donc, toujours dans ce rôle de les structures chargées du bien-être animal, donc c'est un rôle de conseil, de formalisation et de suivi sur le terrain du bien-être des animaux. Donc, basé sur la règle des 3 R, donc, remplacer si possible les animaux. Si on ne peut pas les remplacer, il faut faire de notre mieux pour réduire le nombre d'animaux et pour raffiner, c'est-à-dire toujours chercher les protocoles les mieux adaptés pour traiter avec du respect les animaux. Donc, cette règle des 3 R est inclue dans la directive et donc dans la loi, donc c'est très important. Et on se doit tous de tout faire pour maintenir le bien-être des animaux, pour éviter justement l'augmentation de la variabilité des résultats et que ces résultats soient vraiment transposables après à l'homme. Donc ça se base aussi sur des points limites, donc c'est le moment auquel la souffrance ou la détresse de l'animal ne peut plus être supportée, donc on doit arrêter l'expérience qui les fait souffrir, mais ça n'implique pas forcément l'euthanasie des animaux, donc on peut faire autre chose quand même pour pallier à cette souffrance. Et donc tout ça, ça passe par une surveillance étroite et objective dans les laboratoires, un enregistrement de toutes ces données, une identification des animaux qui approchent les points limites pour pouvoir justement pallier et alléger les souffrances. Et là, je vais laisser à nouveau la parole à mon collègue. Je vais la prendre quelques instants avant de la donner à M. Cassier, mais vous pouvez, si vous voulez, vous installer sur la scène pour pouvoir, pourquoi pas, réagir avec le public. Est-ce que tout le monde a des post-it? Vous en avez attrapé quelques-uns? Si vous n'en avez pas, levez la main pour que mes collègues puissent vous en donner. Si vous avez besoin d'un stylo, pareil. Je vais vous proposer au fur et à mesure de réagir sur ces post-it. C'est important pour nous pour construire une réflexion globale dont on se servira au fur et à mesure. Est-ce que vous avez sur ce qui a été dit un avis, une question, un témoignage? Auquel cas, n'hésitez pas à l'écrire et on ramassera au fur et à mesure les post-it pour construire ce qu'on appelle un métaplan là-haut derrière. Pendant que vous prenez quelques notes sur ces post-it, pour ceux qui le souhaitent, j'ai 2-3 questions avec les ABAC à vous poser. Alors à chaque fois sous forme d'affirmation. Sur cette question de l'expérimentation animale, je suis assez à l'aise. C'est pas quelque chose qui me brasse, je sais ce qu'il en est, je suis assez à l'aise avec cette question. Ça ne veut pas dire que vous aimeriez que ça continue ou quoi que ce soit, mais vous êtes à l'aise, vous êtes serein. Est-ce que vous êtes plutôt dans le vert, dans le jaune, dans le orange ou dans le bleu? Je refais la phrase. Avec cette question de l'expérimentation animale, je suis assez à l'aise. Alors, si vous pouvez lever les ABAC afin que je vois des tendances, on a 15-20% de personnes à l'aise, une majorité qui est dans le jaune, quelques-uns qui sont plutôt pas à l'aise ou pas à l'aise du tout. Est-ce qu'on peut donner la parole à quelqu'un qui est plutôt dans le orange ou dans le bleu pour qu'il puisse réagir et nous expliquer ce qui peut lui poser question, l'embêter? Dans le orange ou dans le bleu, messieurs, mesdames? Oui, madame? Et puis je laisserai mes collègues ensuite faire tourner les micros dans la salle. Allez-y, on vous écoute. Oui, alors je me pose la question toujours de l'utilisation de l'animal par rapport...
La recherche, c'est très bien. Ce que vous avez présenté, c'est parfait. On en est tous bénéficiaires. Mais à un moment donné, l'animal sert aussi à des expérimentations peut-être moins, disons, plus commerciales. Par exemple, moi, je pense à l'expérimentation animale dans la recherche pour des cosmétiques, des choses comme ça. Et là, je trouve que peut-être que l'expérimentation animale dans le domaine médical a été une porte ouverte à des, je dirais, des abus très nets et qui sont, ça répond à d'autres critères que la santé humaine. C'est plutôt du domaine du bénéfice, de la commercialisation de produits, etc. Et du coup, vous posez peut-être une question qui va être oui, la question, non, c'est plutôt une réflexion. Excusez-moi, c'est pas une question. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va être un de nos fils rouges aussi, je crois, sur l'activité, sur l'après-midi. C'est ces questions éthiques. Où est la frontière, et notamment sur de la recherche publique et puis sur de la recherche privée, et aussi sur des questions commerciales. C'est tout à fait ça. C'est où se situe la limite. Où se situe cette limite, parce que l'animal, on le sait maintenant, il y a de plus en plus de preuves que l'animal souffre et il a des réactions de plus en plus. On sait qu'il a vraiment il a une espèce de sensibilité. De sensibilité, voilà, c'est ça, excusez-moi, j'ai pas la Merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole sur cette question, des gens qui étaient dans le vert et qui veulent exprimer pourquoi ils sont à l'aise ? N'hésitez pas au fur et à mesure. Peut-être deuxième positionnement. Oui, madame, ici. Xavier, si on peut descendre juste ici. Je ne vous ai pas présenté mes collègues. Vous avez Xavier, Manon qui prend des notes sur la carte heuristique, et puis Béatrice qui a préparé en amont avec l'ensemble des intervenants les interventions pour qu'elles soient le plus possible interactives et puis ouvertes à un public très large. Madame ? Bonjour, moi je travaille dans un labo de recherche sur une plateforme d'imagerie médicale. Donc j'ai un diplôme d'expérimentation animale et je peux dire qu'on est hyper contrôlé. Contrôlé. Donc, on est hyper contrôlé, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et voilà, c'est très draconien en fait. Et nous, on a à chaque fois très peur de se faire retirer notre agrément. Parce que si on se fait retirer notre agrément, eh ben, on ne peut plus faire notre recherche. Et du coup, je vais proposer sur votre intervention de réagir, que tout le monde puisse réagir. Je fais une phrase, une affirmation. Je savais que c'était très encadré à ce point-là, la recherche sur les animaux. Est-ce que vous êtes complètement d'accord dans le vert? Vous saviez que c'était très encadré? Ou plutôt dans le jaune ou orange ou bleu? Peut-être certains découvrent un petit peu. Je vois du bleu. Il y a du orange. On a quand même une majorité, grande majorité même, de gens qui sont complètement d'accord ou plutôt d'accord avec cette affirmation. Certains en orange ou en bleu qui découvrent un peu plus cet encadrement. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur cette question de l'encadrement ou poser une question aussi à Madame Lopez sur ces questions de l'encadrement? Pas de questions pour le moment, n'hésitez pas à les noter sur les post-it. Est-ce que je vais vous aussi poser une dernière question pour faire le lien avec la suite, et puis je vous proposerai de réagir, si vous le souhaitez, aux interventions de la salle. Cette phrase un petit peu provocatrice, peut-être volontairement. Je me sens moi-même parfois cobaye. Est-ce que vous êtes complètement d'accord avec cette phrase? Plutôt d'accord, plutôt pas d'accord, plutôt ou pas d'accord du tout. Je répète la phrase. Je me sens parfois moi-même cobaye. Est-ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé, hein, est-ce que vous voulez vous positionner là-dessus? On a du pas d'accord du tout, alors là c'est très tranché, hein. On va du vert au bleu, on a du orange. Ok, est-ce que quelqu'un qui est d'accord ou pas d'accord veut expliquer pourquoi? Madame? Oui? Non? Quelqu'un veut expliquer pourquoi il est complètement d'accord ou pas d'accord du tout avec cette question de se sentir cobaye? Il y avait pas mal de monde en haut en pas d'accord du tout avec cette affirmation. N'hésitez pas à prendre la parole, c'est l'idée qu'on puisse rendre ça interactif. Madame ici, et puis Madame ici ensuite, Béatrice. Encore une fois, je travaille en recherche et des fois je sers de cobaye pour mes collègues. Et ça vous questionne, ça vous embête, ça... Eh ben... Non, ça me pose pas de problème. Okay. Je précise que je sers de cobaye pour de l'IRM, qui est une technique d'imagerie non invasive.
Ok, merci. Madame ? Moi, pour avoir subi certains traitements, c'est vrai que lorsqu'on m'injectait des produits dont je ne connaissais pas la composition, effectivement, j'avais l'impression d'être un petit peu cobaye, mais je savais que c'était pour une bonne cause. Voilà. D'accord. Et du coup, ça fait aussi un petit peu le lien entre les deux. Expérimentation animale, on parlait de l'expérimentation numérique, c'est bien ça dont vous parliez à la fin de votre propos. Expérimentation sur les humains. Vous posiez aussi la question, et peut-être que vous y reviendrez, sur la législation des différents pays. J'imagine qu'il y a des pays où sur de l'expérimentation sur des humains, on est parfois plus relax. Il y a eu des scandales, je crois, notamment en Inde, sur des questions d'expérimentation sur de l'humain. Donc du coup, est-ce que vous avez des questions et puis on leur donnera la parole et on fera l'enchaînement avec le deuxième intervenant. Est-ce que vous avez une ou deux questions à poser aux deux intervenants sur ces questions d'éthique, d'expérimentation sur l'animal, d'expérimentation sur l'humain? Des questions dans la salle? On y reviendra du coup. Je vous rends la parole si vous voulez rebondir sur les propos du public et puis on donnera la parole à M. Cassier ensuite. Non, je voulais juste un peu réagir sur la réaction qu'il y a eu là-bas sur la cosmétique. Il me semble maintenant que c'est interdit d'utiliser les animaux de laboratoire pour créer de la cosmétique, en fait. Donc maintenant, c'est fait sur de la peau, je crois. Je ne sais pas trop bien sur quoi c'est fait, sur des cultures de peau, donc c'est interdit. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'on n'utilise plus les animaux en enseignement dans les secondaires, c'est interdit aussi. Donc ça avance, tout ça. J'ai même des chercheurs qui sont cliniciens, parce que j'ai travaillé aussi à la faculté de médecine, donc à côté d'un hôpital, qui me disent que les mesures sont tellement draconiennes des contrôles en fait, de l'expérimentation animale, qu'ils ont l'impression que c'est encore plus draconien ce qui se passe sur l'homme. Non, mais c'est vrai, ils me disent ça souvent, parce que, par exemple, les médicaments, parce qu'on a beaucoup de registres à faire. Donc je pense que cette histoire de douleur aussi que vous avez dit, que les animaux souffrent, on commence à évoluer beaucoup là-dessus. On a déjà pas mal évolué depuis pas mal de temps. Et il faut savoir que la prise en charge de la douleur chez l'homme, et notamment chez les bébés, ça date d'il y a quelques années seulement. C'est de la fin du XXe siècle. Donc maintenant, on est en train de s'occuper des animaux. On copie beaucoup ce qui a été fait chez les bébés, par exemple. Toutes les expressions faciales, etc. Donc on a copié sur parce que les animaux ne s'expriment pas non plus, donc donc tout ce qui est fait sur les bébés, ça n'a pas parlé non plus, donc on copie beaucoup aussi sur ce qui est fait. Donc on est tous très sensibles là-dessus. Je pense que cette image, parce que souvent les images qu'on a vues tout à l'heure des articles, elles sont sorties des contextes. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que dans les laboratoires on fait n'importe comment et n'importe quoi avec les animaux, mais je pense que c'est plus le cas et que dans tous les cas il y a des vétérinaires et il y a des responsables du bien-être qu'on travaille tous la main dans la main pour faire avancer les sciences et faire une science de qualité, parce que finalement c'est ça, faire une science de qualité. Et vous diriez justement que l'information au grand public, elle est satisfaisante aujourd'hui en France, insuffisante? Parce que j'imagine que vous rencontrez des publics qui sont peu à l'aise avec cette question, ou même en opposition sur l'expérimentation animale. Donc sur la question de l'information du grand public, vous diriez qu'il y a du travail à faire? Il y a du travail à faire, oui. Oui, il y a du travail à faire, parce qu'en fait, du coup, on s'est fait des fausses idées aussi de ce qui se passe dans les laboratoires. Peut-être qu'il faudrait faire, j'ai dit n'importe quoi, des journées de portes ouvertes un peu pour voir ce qui se passe dans les laboratoires et démystifier un peu, parce que les gens ils ont beaucoup d'imagination en fait. Et donc peut-être qu'ouvrir les portes des laboratoires pourrait être une solution, je ne sais pas. Mais il faut de la transparence, ça c'est sûr, il faut de la transparence.